Bienvenue sur Page à Page et merci d'être au rendez-vous pour un nouvel épisode. Publié en 1850, La Lettre écarlate est un roman emblématique de la littérature américaine, écrit par Nathaniel Hawthorne. L'œuvre se déroule dans la société puritaine de la Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle et explore les thèmes de la culpabilité, du péché et de la rédemption. À travers l'histoire de Esther Prynne, une femme condamnée à porter une lettre écarlate pour adultère, Hawthorne examine les complexités morales et les implications sociales de la transgression et du jugement. Le roman est souvent célébré pour sa profondeur psychologique, son symbolisme riche et sa critique incisive des hypocrisies et des rigidités de la société puritaine. Le roman est divisé en 24 chapitres. Dans le premier, dans le Boston du XVIIe siècle, des hommes et des femmes attendent devant la prison vieillissante de Cornhill. Les mauvaises herbes envahissent l'endroit, à l'exception d'une rose qui pousse sur le côté de la prison et qui, note le narrateur, est une métaphore du conflit moral que l'on verra grandir tout au long du roman. Au chapitre suivant, les puritains rassemblés devant la prison réclament à corps et à cri un procès sévère pour Esther, une femme accusée d'adultère. La porte de la prison s'ouvre et, accompagnée d'un gardien, Esther apparaît. Elle porte dans ses bras un bébé de 3 mois, avec lequel elle tente de couvrir le A écarlate brodé sur sa poitrine, indiquant qu'elle a été adultère. Malgré la honte que lui inspirent les regards de ses concitoyens, Esther sourit, essayant de cacher ce qu'elle ressent. Les femmes chuchotent qu'elle a toujours été habile à l'aiguille et que même la robe et les broderies qu'elle porte dans ces horribles circonstances lui conviennent parfaitement. Esther arrive à l'échafaud du jugement, placée au milieu de la place. En punition, elle devra rester debout pendant 3 heures en montrant bien le A écarlate. Par la suite, elle devra continuer à porter ce signe sur ses vêtements, même si elle pourra vivre en liberté. La protagoniste pense alors à l'homme qui l'a envoyée en Nouvelle-Angleterre depuis l'Europe, en lui promettant qu'il viendrait bientôt la chercher. Malheureusement, il n'est jamais revenu. Au chapitre 3, parmi la foule, toujours debout sur l'échafaud, Esther distingue un homme européen qui la regarde avec horreur. Ils se reconnaissent, mais il lui fait signe de se taire. L'homme demande à quelques personnes autour de lui qui est cette femme. On lui répond qu'il s'agit d'une Anglaise qui est arrivée dans le Massachusetts il y a 2 ans. Depuis, elle attend son mari qui lui a dit qu'il ferait bientôt le voyage. Et comme on pouvait s'y attendre, à cause de la lettre A et du bébé, elle a depuis commis l'adultère. Depuis un balcon, d'autres hommes observent la scène. L'un d'entre eux est le gouverneur Bellingham, un autre le révérend John Wilson et un autre encore le révérend Dimmesdale, un ecclésiastique de la congrégation à laquelle appartient Esther. Wilson presse ce dernier, qui connaît le mieux Esther, de découvrir l'identité de son amant. Au chapitre suivant, les jours qui suivent le châtiment de l'échafaud, Esther et Pearl, sa fille, restent dans la cellule. C'est là qu'elles reçoivent la visite d'un médecin anglais qui s'avère être Roger Chillingworth, le fameux mari d'Esther. Lorsqu'ils se retrouvent seuls, Roger dit comprendre Esther, car il sait qu'elle était jeune lorsqu'ils se sont mariés et qu'il l'a laissée seule en Nouvelle-Angleterre, sans même lui envoyer une lettre. Il reconnaît qu'ils se sont fait du tort l'un à l'autre, mais qu'il y a un homme, l'amant d'Esther, qui leur a fait encore plus de tort, de sorte qu'il veut absolument savoir de qui il s'agit. Mais Esther refuse de révéler son identité. Roger insiste, et puis finit par abandonner. Il sait que Esther ne dira rien, alors il lui demande au moins de ne rien dire non plus sur son identité réelle. Il ne veut pas que les gens sachent qu'il est son mari et la victime de l'adultère. Également, il ajoute qu'il cherchera lui-même à savoir qui est le père de la petite Pearl. Au chapitre 5, libérée de prison, bien que sous l'œil vigilant des magistrats puritains, Esther parvient à s'installer avec Pearl dans un cottage, construit à l'époque coloniale. C'est une petite maison, isolée de la société qui la juge. Esther veut alors commencer une nouvelle vie. Grâce à ses talents de brodeuse, elle est en mesure de gagner sa vie et d'atteindre une certaine stabilité financière pour elle et son bébé. Cependant, les femmes qui viennent chez elle pour faire broder leurs vêtements ne le font pas seulement pour son travail. Elles veulent aussi l'espionner et faire des commérages sur sa vie. De plus, la plupart des commandes qu'elle lui apporte sont des voiles de mariée, lui rappelant que elles sont pures. Esther se sent bien seule, bien que son bébé et la lettre écarlate qu'elle porte toujours lui rappellent sa douleur. Les regards accusateurs de la société ne l'aident pas non plus. Au chapitre 6, encore bébé, Pearl se distingue déjà par sa beauté. Cela fait penser à sa mère qu'elle est sa rédemption et pas seulement son péché. En grandissant, Pearl hérite de l'attitude déterminée et courageuse de sa mère. Elle ne laisse pas les enfants la maltraiter ou l'insulter.
et elle lutte à sa manière contre la stigmatisation qui lui a été transmise par sa mère. Pearl a grandi avec la douleur de sa mère et sait que la lettre écarlate signifie quelque chose. Cependant, ce qui la préoccupe le plus, c'est l'identité de son père. Esther répond toujours que son origine est céleste, mais Pearl ne croit rien de tout cela, car elle sait ce que les voisins disent d'eux. Au chapitre 7, Esther s'occupe d'une nouvelle commande, des gants pour Bellingham. L'ancien gouverneur a perdu les dernières élections, mais son pouvoir est resté intact et il doit se préparer pour un important dîner de gala. Une fois les gants prêts, Esther se rend chez le gouverneur pour les livrer. Elle emmène Pearl avec elle afin de convaincre Bellingham qu'elle est une bonne mère. L'homme était convaincu que son péché la rendait inapte à élever un enfant. Une fois dans la maison, Esther, qui s'est confectionné une robe écarlate toute spéciale, observe la richesse de la maison et des jardins, où les plantes de l'ancien monde, comme les poires, tentent de s'acclimater et de pousser sur ce nouveau terrain. Enfin, Bellingham apparaît, accompagné d'autres hommes. Leur présence surprend Pearl, qui les observe avec attention. Au chapitre 8, nous découvrons que les hommes qui accompagnent Bellingham sont John Wilson, le révérend Dimmesdale et Roger Chillingworth. Ils comprennent immédiatement que la jeune fille qui les regarde est Pearl. Le gouverneur en profite pour déclarer que selon lui, la meilleure chose à faire serait d'enlever Pearl à Esther, car celle-ci pourrait lui apprendre à devenir adultère. Bellingham commence à interroger Pearl pour savoir si elle sait qui est son père, mais la jeune fille est réticente à parler et se contente de dire que ses origines se trouvent dans le rosier, à côté de la prison. Esther saisit alors Pearl et commence à crier en disant qu'elle ne laissera pas sa fille lui être volée. Elle est désespérée, regarde Dimmesdale d'un air suppliant et lui demande de l'aide. Il intercède, expliquant que Dieu a donné l'enfant à Esther et qu'ils doivent respecter la décision de Dieu. Il ajoute que Pearl est un rappel du crime pour Esther et qu'elle fait donc partie de la punition. Selon lui, si Esther est capable de mettre Pearl sur le droit chemin, cela sera sa propre rédemption. Ces paroles convainquent Bellingham et le reste des hommes. En quittant la maison, Esther est convoquée par Madame Hibbins, la sœur de Bellingham. La femme prétend être une sorcière. Elle lui demande de la rejoindre dans la forêt, mais Esther répond qu'elle ne peut pas y aller, car elle doit s'occuper de Pearl. Au chapitre 9, par un saut dans le passé, nous revenons au moment où Roger Chillingworth est arrivé à Boston. Après un naufrage qu'il a laissé pour mort, il est arrivé dans une forêt où les Indiens lui ont enseigné leur technique médicale. Enfin arrivé à Boston, après avoir découvert que sa femme était adultère, il a décidé de retrouver le père de Pearl et l'amant de sa femme. Roger n'a aucun mal à s'élever socialement à Boston, car il est médecin et possède des connaissances avancées. Il se lie rapidement d'amitié avec le gouverneur, avec John Wilson et avec Dimmesdale. Dimmesdale, cependant, souffre d'une grave maladie. On ne sait pas exactement ce qu'il a, seulement que son état empire de jour en jour. Roger prend son rôle de médecin et commence à passer beaucoup de temps avec lui en essayant de le guérir et de rétablir la santé de cet homme si important pour les habitants de Boston. Bientôt pourtant, il commence à soupçonner que Dimmesdale n'est pas seulement physiquement, mais émotionnellement malade, et que la cause pourrait être qu'il a commis un péché innommable, en l'occurrence être l'amant de Esther et le père de Pearl. Bien que de nombreuses personnes apprécient ce que le docteur fait pour Dimmesdale, d'autres doutent de ses méthodes et de sa médecine. Ils savent qu'il a passé beaucoup de temps avec les Indiens dans la forêt. Au chapitre 10, en passant tant de temps à l'étudier, lui et sa maladie, Chillingworth devient obsédé par Dimmesdale et veut connaître la vérité sur ce qu'il cache. Une nuit, tous deux discutent du pouvoir de la confession. Pour le médecin, la confession est d'une importance capitale. Mais pour le révérend, une révélation ne doit pas être utilisée pour accuser qui que ce soit. Il affirme que la confession n'est pas quelque chose d'intellectuel qui peut être utilisé pour comprendre les énigmes de la vie. C'est alors que, par la fenêtre, il voit passer Pearl et Esther. Roger s'interroge à haute voix sur les origines de la jeune fille et Dimmesdale ne répond pas clairement. Lorsque le médecin demande à nouveau au révérend de lui révéler ses secrets, Dimmesdale répond avec colère et offense, car il ne se confesserait jamais à un médecin. Chillingworth est stupéfait par la colère de son patient. Un autre jour, il trouve Dimmesdale assoupi dans un fauteuil. Alors il s'approche tranquillement de lui et pour une raison inconnue, ouvre sa chemise au niveau de la poitrine. Là, il y voit quelque chose qui le surprend, mais qui le réjouit en même temps. Et en effet, au chapitre 11, Chillingworth a découvert le grand secret de Dimmesdale. Et ce dernier se rend vite compte que quelque chose a changé chez son médecin. Il détecte une sorte d'aura maléfique autour de lui. Malgré cela, il tente de poursuivre sa vie et sa fonction cléricale très appréciée par la société.
C'est un révérend empathique et compréhensif, et les gens se confessent à lui. Cependant, Dimmesdale est également porteur d'un grand secret, qu'il ressent parfois le besoin de crier sur tous les toits. Ses péchés, inavouables, le conduisent même à s'auto-flageller. Une nuit, il sort de chez lui, vêtu d'une robe d'ecclésiastique. Au chapitre 12, somnambule, Dimmesdale se rend à l'échafaud où 7 ans plus tôt, Esther a été punie publiquement. Il se tient là, comme elle s'est tenue debout à l'époque. C'est alors qu'apparaît la petite Pearl, accompagnée d'Esther. Le révérend leur demande de monter avec lui sur l'échafaud et de se tenir la main, là où il n'y avait autrefois que Esther. Pearl lui demande s'il lui tiendra également la main le lendemain, et Dimmesdale répond qu'il ne le fera plus jusqu'au grand procès. Un éclair jaillit alors dans le ciel, illuminant cette scène étrange. Comme une révélation divine, le révérend voit une lettre rouge A apparaître dans le ciel. Mais c'est aussi Roger Chillingworth qui apparaît soudain et qui demande à Dimmesdale de descendre chez lui. Le révérend lui obéit. Le lendemain, en chair, Dimmesdale fait un discours solennel. Lorsqu'il termine, le sacristain s'approche de lui pour lui dire qu'il a trouvé un de ses gants sur l'échafaud. Il pense que c'est l'œuvre de Satan. Il lui demande également si la nuit précédente, il a vu le A qui illuminait le ciel. Mais pour le sacristain, il s'agit de l'initiale de Ange, car le gouverneur Winthrop vient de mourir. Au chapitre 13, malgré les réticences initiales, les gens finissent par accepter Esther, qui se révèle être une femme aimable, toujours prête à aider les malades. Esther a également changé son apparence physique pour paraître encore plus pure. Par exemple, elle s'habille toujours sobrement et porte les cheveux attachés, avec un bonnet. En plus de consacrer son temps au repos, elle passe des heures à réfléchir et à éduquer sa fille. Cependant, elle se rend vite compte qu'il se passe quelque chose de grave entre Dimmesdale et Chillingworth. Elle sait que le docteur connaît le secret qu'il partage avec Esther et que cela l'a conduit à manipuler le révérend et à le plonger dans la douleur émotionnelle. La protagoniste décide de parler à son ancien mari qu'elle rencontre un jour dans la forêt. Au chapitre 14, Roger est finalement le premier à prendre la parole. Il annonce à Esther que le conseil municipal envisage d'enlever le A de sa poitrine. Esther répond que cette décision de la libérer de sa pénitence ne relève pas du pouvoir terrestre. Elle reconnaît également que l'apparence de Roger a beaucoup changé ces dernières années. Il est vindicatif, surtout à l'égard de Dimmesdale. La protagoniste lui demande alors d'arrêter. Elle menace de dire à Dimmesdale qu'il est son mari. Mais Roger l'ignore et lui dit qu'il va poursuivre son plan pour punir le révérend. Au chapitre 15, lorsque Roger s'en va, Esther se demande comment elle a pu aimer cet homme un jour. Pendant que sa mère s'entretient avec le médecin, Pearl joue près d'une plage. Avec des algues, elle fait un A qu'elle a placé sur sa poitrine. Esther lui demande si elle sait pourquoi elle doit porter cette lettre, et Pearl répond que c'est pour la même raison pour laquelle le révérend met toujours sa main sur sa poitrine. Mais elle veut en savoir plus. Esther, bien qu'hésitante, estime qu'il est trop tôt pour lui dire toute la vérité. Au chapitre 16, Esther tente de parler à Dimmesdale pour lui raconter l'histoire du docteur. Elle décide de l'aborder au cours d'une promenade que le révérend a l'habitude de faire. Dans les bois, en attendant l'apparition de Dimmesdale, Pearl interroge sa mère sur un homme noir qui, selon la légende, hanterait les bois. Selon cette légende, l'homme porterait un livre que les gens devraient signer de leur sang. Esther, un peu abasourdie, explique à sa fille que la lettre écarlate qu'elle porte est la marque laissée par l'homme noir. Pearl pense que le révérend porte peut-être sa main à sa poitrine parce qu'il a lui aussi cette marque. Dimmesdale apparaît alors au loin, et Esther demande à Pearl de les laisser seuls. Au chapitre 17, Esther et Dimmesdale discutent. Il lui avoue qu'être avec elle est un soulagement, car il sent qu'il peut se montrer tel qu'il est. Esther alors lui révèle la véritable identité de Chillingworth. Alors Dimmesdale se rend compte que la vengeance du docteur a atteint des limites inimaginables. Esther lui dit qu'il va partir, peut-être en Europe, pour se sauver. Dimmesdale exprime sa crainte de partir seul, mais elle lui promet de l'accompagner. Au chapitre 18, toujours dans les bois, Dimmesdale sait que la décision n'est pas facile à prendre. Aller en Europe signifierait pécher à nouveau, mais rester à Boston serait continuer à vivre en hypocrite. L'espoir surmonte finalement la peur, et il finit par choisir d'aller en Europe avec Esther et Pearl. Lorsque celle-ci apprend sa décision, remplie de joie, elle arrache le A de sa poitrine et le jette dans un ruisseau. Elle appelle ensuite Pearl pour que père et fille se rencontrent officiellement. Au chapitre 19, avant de rejoindre ses parents, Pearl s'arrête au bord du ruisseau. Dimmesdale est nerveux à l'idée de rencontrer enfin sa fille. Cependant, Pearl ne cesse de fixer le ruisseau jusqu'à ce qu'elle se mette à crier. Esther comprend alors ce qu'il se passe. Elle a vu le A flotter, sans lequel la jeune fille ne reconnaît pas sa mère. Esther va alors chercher la broderie et la remet en place.
Désormais calme, Pearl s'approche à nouveau de sa mère et de Dimmesdale, mais refuse de lui parler. Lorsqu'il l'embrasse, elle court se laver aussitôt. Au chapitre 20, de retour en ville, Dimmesdale se sent comme un nouvel homme. Il reconnaît en lui le besoin de pécher et de blasphémer devant les gens. Madame Hibbins le rencontre et se rend compte qu'il se passe quelque chose d'étrange. Elle lui demande de l'accompagner la prochaine fois qu'il ira dans la forêt. Dimmesdale lui répond qu'il ne reviendra pas, mais la dame insiste. À la maison, Chillingworth lui offre des médicaments qui, selon lui donneront des forces pour son prochain sermon, l'un des plus importants de sa carrière. Mais Dimmesdale refuse d'en prendre. Il monte alors dans sa chambre et commence à rédiger son discours. Le lendemain, au chapitre 21, Esther et Pearl se rendent sur la place pour assister, comme tout le monde, à l'investiture du nouveau gouverneur. Bien que son apparence n'ait pas changé, à l'intérieur, Esther se sent euphorique. Le capitaine du navire qui doit les emmener en Europe assiste également à l'événement. Esther regarde Chillingworth lui parler, puis le capitaine s'approche d'elle. Il lui explique qu'il a décidé que le docteur partagerait une cabine avec eux deux et Dimmesdale. Esther écoute cela avec horreur, tandis que Roger la regarde en souriant avec malice. Son mari est au courant et il ne veut pas les laisser partir aussi facilement. Finalement, au chapitre 22, la procession commence. Les soldats et les magistrats passent. Le dernier du cortège, c'est Dimmesdale, qui semble plein d'énergie. Madame Hibbins apparaît alors et dit à Esther qu'elle sait que Dimmesdale et elle étaient ensemble dans les bois, et qu'il porte lui aussi la marque du péché. La sorcière ajoute que l'homme noir ne voit pas d'un bon œil qu'un de ses pécheurs se cache. Esther se sent incapable de bouger. Et au chapitre 23, pendant que le révérend fait son sermon, les gens semblent entrer dans une sorte de transe. Lorsqu'il a terminé et que le charme est rompu, tout revient à la normale. Tout, sauf Dimmesdale lui-même, qui monte à l'échafaud. Une fois arrivé, il appelle Esther et Pearl. La jeune fille se précipite et serre les jambes de son père. Chillingworth se met alors à crier. Les autres personnes ne comprennent pas ce qu'il se passe, ou peut-être qu'elles comprennent, mais qu'elles ne veulent pas croire à l'évidence. Quand ils sont tous les trois à l'échafaud, Dimmesdale ouvre sa chemise pour révéler le A sur sa poitrine. Puis il s'effondre, comme si le sommeil s'était emparé de lui. Dans cet état, à demi convalescent, il demande à Pearl de lui donner un baiser, et lorsque la jeune fille le lui donne, Dimmesdale tombe mort. Au dernier chapitre, après la mort du révérend, de nombreuses personnes à Boston continuent de refuser de croire ce qu'il s'est passé, craignant de ternir la réputation d'un si bon révérend. Peu après, le médecin Chillingworth meurt à son tour, et curieusement, l'héritière de sa grande fortune s'avère être Pearl. Esther et Pearl disparaissent pendant des années, mais Esther finit par retourner dans son cottage à Boston. Là, elle continue d'accomplir un travail important pour la communauté. De temps en temps, elle reçoit des lettres d'Europe, peut-être de Pearl. La protagoniste finit par mourir à son tour et par être enterrée près de Dimmesdale. Tous deux partagent une pierre tombale avec la lettre A, sur fond noir. Et c'est ainsi que se termine le roman La Lettre écarlate, qui fait intervenir notamment 3 personnages principaux qui contrastent avec les autres. Nous avons d'un côté Esther Prynne, dont l'histoire est tragique. Elle est pratiquement abandonnée par son mari, qui l'envoie en Nouvelle-Angleterre. Elle doit alors élever seule une fille que tout le monde considère comme un grand péché. Et malgré tout cela, Esther est une femme déterminée et digne, qui essaie de ne pas se voir comme les autres la voient. Elle essaie de surmonter les regards critiques et de montrer qu'elle est bien plus que son péché. Au cours du roman, son personnage permet de réfléchir à des concepts tels que la culpabilité et la mise à l'écart des femmes, considérées comme les principales responsables du crime d'adultère. Pearl, de son côté, représente le péché, car elle est le fruit de la relation adultère de sa mère avec le révérend. Son rôle est donc crucial. Elle est décrite comme belle et intelligente, mais aussi déterminée et quelque peu sauvage. Elle combine ainsi ces 2 aspects de la relation de ses parents, le bien et le mal, l'amour et le secret. Quant au révérend Dimmesdale, il est très apprécié dans le village, ce qui le met encore plus mal à l'aise puisqu'il se sent sale et hypocrite. Il sait qu'il a péché, et le fait de porter ce secret le déchire et le rend même malade. C'est cette faiblesse que Roger Chillingworth exploite pour le manipuler et l'abuser psychologiquement. Dimmesdale n'est libéré de ses souffrances que par la mort, au moment où Pearl l'embrasse et que son péché est reconnu. C'est d'ailleurs face à ces 3 personnages que nous retrouvons le personnage de Roger Chillingworth, le mari de Esther. Même si, d'une certaine manière, il l'a abandonnée et qu'il sait qu'elle l'a épousée plus par nécessité que par amour, il ne peut pas supporter l'idée que Esther l'ait trompé. Il considère que son honneur a été souillé et que sa soif de vengeance est donc justifiée.
Le péché, d'une certaine manière, plane aussi sur lui, car il change d'attitude, devenant mauvais et commettant ses propres crimes. À travers le roman apparaît aussi le personnage de l'homme noir. C'est plutôt un non-personnage, car il existe plutôt en tant que représentation du diable. C'est pour cette raison que l'on parle de lui comme d'un être qui se trouve dans les bois et qui semble vouloir continuellement chercher Esther et Dimmesdale. Quant aux puritains de Boston, ils représentent le conservatisme intégré lors du colonialisme dans le Nouveau Monde. Leurs idées ont réduit la liberté d'Esther en la marquant du sceau de l'adultère. Cependant, à certains moments, ils semblent oublier leurs péchés et s'autorisent à voir que Esther est bien plus que cela. De manière globale, les thèmes de Nathaniel Hawthorne dans le roman La lettre écarlate étaient importants à l'époque et le sont encore aujourd'hui. Il propose une nouvelle façon de penser qui s'éloigne du puritanisme et s'oriente vers une société nouvelle. Cette société puritaine, c'est justement le grand ennemi de Esther et de tous ceux qui, comme elle, ont fait quelque chose considéré comme un péché. Ces idées conservatrices sont les mêmes que celles qui, à Boston également, ont conduit au procès de Salem. En fait, un proche de l'auteur a été directement impliqué dans ces exécutions. Il y a donc un positionnement idéologique clair qui s'oppose au puritanisme et qui remet en question les punitions infligées par ce conservatisme. L'auteur suggère que ce n'est pas seulement Esther qui est la pécheresse. Il y a beaucoup d'autres personnes qui observent son A avec compréhension ou condescendance, ajoutant même que Esther, grâce au pouvoir de sa lettre écarlate, serait capable de percevoir qui, comme elle, aurait péché. C'est cette hypocrisie qui est le grand mal de la société et non l'adultère ou d'autres crimes conçus comme tels par les puritains. L'auteur veut ici faire comprendre que ce mouvement s'éloigne de la vérité. En d'autres termes, les gens pêchent et ne peuvent s'en empêcher, mais ils s'efforcent de le cacher et de mentir. D'autre part, bien que Nathaniel Hawthorne ne nie pas le péché de Esther, il se demande si une telle punition est nécessaire. Pour le puritanisme, le péché doit être combattu et ne fait pas partie de la nature humaine. Seuls ceux que Dieu a destinés à pécher le font. En revanche, l'auteur considère que le péché est humain et qu'il n'est pas forcément négatif. Esther, par exemple, vit avec son crime et celui-ci ne l'empêche pas de devenir une personne appréciée par sa communauté. Ainsi, son péché ne la conduit pas irrémédiablement au mal, il lui permet de marcher sur le chemin du bien et même d'avoir un enfant qui finit par être la rédemption du père. D'autre part, bien que l'adultère soit commis par Esther et Dimmesdale, c'est la femme qui s'en tire le moins bien. Au début, on invoque comme excuse que la communauté ne savait pas que le révérend était le père de Pearl, mais lorsque cela devient évident et que l'homme lui-même reconnaît son péché, certains refusent simplement de le croire. Il y a ici 2 poids 2 mesures qui condamnent les femmes et que l'auteur rejette. En suivant cette ligne, Hawthorne crée des personnages féminins complexes, déterminés et courageux, en évitant les stéréotypes que l'on retrouve dans d'autres œuvres telles que Des souris et des hommes de John Steinbeck ou Oedipe Roi de Sophocle. En revanche, les personnages masculins de la pièce ne sont pas aussi sympathiques et sont considérés comme plus faibles ou plus mauvais. À travers Esther, Hawthorne propose des réflexions sur ce rôle imposé aux femmes. Par exemple, la protagoniste se demande s'il est juste que l'existence des femmes soit condamnée à être malheureuse et injuste en raison de préceptes puritains. Quant au syndrome de la lettre écarlate, que l'on appelle aussi le stigmate de la lettre écarlate, ce concept renvoie à la mise à l'écart d'individus ou de groupes en raison de ce qu'ils sont. Esther est stigmatisée par ceux qui veulent la marquer, non pas parce qu'elle estime avoir fait quelque chose de mal. Comprendre qu'il s'agit d'un stigmate, être marqué de la lettre écarlate, c'est faire face à une discrimination qui prend la forme de différents types de violences. À l'heure actuelle, on pourrait dire que certains groupes, tels que la communauté LGBT, les personnes racisées ou handicapées, sont stigmatisés et qu'une lettre écarlate pèse sur elles. Finalement, la fin de la lettre écarlate est expliquée en comprenant le symbolisme de Pearl et le contexte de l'époque. Lorsque Dimmesdale avoue son secret et se présente comme le père de Pearl et l'amant de Esther, il disparaît et meurt après avoir reçu un baiser de sa fille. Son péché est racheté et une catharsis de type tragédie grecque s'ensuit. Les âmes des personnages principaux sont purifiées et leurs souhaits sont exaucés. Pearl, d'une part, rencontre et reconnaît son père et celui-ci la reconnaît. Dimmesdale est libéré de ses souffrances. Esther partage son crime et ce faisant, lui dit adieu. Un autre aspect curieux de la fin, qui est en quelque sorte une critique du puritanisme, c'est que les habitants de Boston ne semblent pas reconnaître pleinement le péché de Dimmesdale. Ils ne veulent pas le croire pour ne pas ternir l'image du révérend. Cependant, cela pourrait être également interprété comme un déni de leur propre péché. S'ils admettent que même le révérend pêche, ils admettent qu'ils pourraient le faire aussi.
Ainsi, dans la littérature américaine, la lettre écarlate occupe une place privilégiée. Non seulement elle fut novatrice pour l'époque, puisqu'elle abordait des thèmes que l'on ne trouvait pas habituellement dans les romans, mais elle traitait ces thèmes avec dignité. Et puis ce roman est également un classique, car le style de son auteur est évident. De nombreux critiques considèrent que son écriture a atteint son apogée avec ce livre. D'autre part, un certain nombre de métaphores, d'images et de symboles apparaissent tout au long du roman, qui permettent à l'auteur de développer l'intrigue avec un style et un langage uniques. Grâce à ces ressources, nous comprenons mieux Esther et son combat intérieur. Elle ne veut pas avoir honte, mais en même temps, elle ressent le poids de la punition imposée par la société, symbolisée par la lettre écarlate qu'elle doit porter sur sa poitrine. Pearl étant la fille d'une relation adultère interdite, la jeune fille est un symbole de honte. Le fait qu'elle accompagne toujours sa mère la fait agir comme une deuxième lettre écarlate. Il faut dire qu'aux yeux du puritanisme, rien n'était plus immoral que l'adultère. Néanmoins, elle est aussi un symbole de rédemption pour son père Dimmesdale. Lorsqu'il la reconnaît enfin publiquement comme sa fille, il se défait du grand secret qu'il portait, rompant avec l'hypocrisie. Cette rédemption lui permet de mourir en ayant confessé son péché. Et par conséquent, Dieu est censé l'accueillir. D'autre part, la forêt, qui apparaît tout au long du roman, représente la sauvagerie ou la véritable nature humaine. Les rencontres d'Esther et de Dimmesdale ont lieu dans la forêt et l'on comprend qu'ils y ont aussi donné libre cours à leur passion. Cet espace est donc le lieu du secret et en même temps du péché. Il s'oppose ainsi à la ville qui symbolise le puritanisme. Le fait que la forêt semble appeler et attirer les personnages semble nous dire que la nature humaine est incontournable. C'est la grande thèse du roman, que le péché fait partie de l'être humain et qu'il est inutile de l'éviter. Que si on l'évite, c'est seulement pour éviter de rencontrer le jugement de l'immoralité qui n'est même pas la sienne, mais le fruit d'une société hypocrite. Ce symbole peut également être compris en termes de transcendantalisme, un mouvement philosophique auquel Hawthorne était intimement lié et qui propose que l'être humain se rapproche de la vérité lorsqu'il observe attentivement la nature. En ce sens, la forêt serait le lieu où le mensonge disparaît pour laisser place à la vérité. Idée renforcée par le fait que c'est là que Esther, Pearl et Dimmesdale peuvent se comporter comme une vraie famille. Et c'est tout pour ce résumé dédié à la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Pour aller un peu plus loin ou acquérir le livre, vous trouverez ci-dessous dans la description tous les liens associés. N'hésitez pas également à noter notre programme avec la note maximale et à nous suivre pour ne rien rater de nos futurs contenus, toujours sur tonlivre.fr. Merci et à très bientôt avec un nouveau livre.